Notre invitée est Madame Véronique Dossou Amegakpo. Elle est la directrice de la planification et du suivi évaluation à l'ANADEB. L'ANADEB, c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Madame Véronique Dossou Amegakpo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Et de votre côté? Je vais bien aussi. D'accord. Avec vous, nous allons parler de la conférence internationale sur le développement à la base. Le Togo organise avec l'appui du Centre de développement de l'OCDE une conférence internationale sur le développement à la base centrée sur le partage avec d'autres pays des différentes expériences de gestion et d'élaboration des politiques publiques en faveur des communautés locales. Madame, quels sont les enjeux pour le Togo d'accueillir une telle conférence? Merci. Comme vous le savez, le Togo a développé depuis, je dirais, les années 2010, le concept de développement à la base. Oui. Et là, c'est un concept axé sur l'atteinte du minimum vital commun, ouais, qui prend en compte tout un ensemble d'éléments. Ouais. Donc, concernant la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'accès donc à une sécurité alimentaire, et j'en passe. Donc tous ces éléments-là font partie du minimum vital commun que le développement à la base cherche à promouvoir. Ouais. Et donc, ça fait plus d'une décennie que ce concept est mis en place. Et donc, ça a généré quand même des résultats probants. Et il s'agit de partager lors de cette conférence les acquis pour le Togo, mais également de s'inspirer de ce que les autres font, parce que les communautés à la base, il y en a partout dans le monde, y compris dans notre sous-région, aussi bien dans les pays développés ou les pays en voie, les autres pays émergents. Donc tous ces éléments-là, c'est les acteurs qui travaillent, faire en sorte que il y a ce partage d'informations pour que le Togo également, au-delà du partage de ce qui a été fait chez nous, puisse bénéficier de ces différentes expériences pour améliorer ce qui est fait. Donc c'est un peu l'objectif de cette conférence. Vous avez parlé de partage, justement, quels sont les différents, si on peut le dire, les principaux succès en matière de développement à la base que le Togo aura partagé avec d'autres experts venus? Merci. En ce qui concerne les succès, nous pouvons dire d'abord que c'est une vision. Parce que pour pouvoir atteindre un objectif, il faut avoir une vision. Et dans le contexte togolais, il y a la vision du développement à la base. Et un document de politique a été élaboré en 2012, mais qui s'est actualisé avec toutes les orientations, tant au niveau international, donc avec les ODD, mais au niveau national également, avec le PND, le Plan National de Développement, et également la feuille de route qui s'est déclinée en feuille de route suite donc, à la nécessité d'opérationnaliser les choses. Donc, il y a cette vision d'abord, et au-delà de cette vision, c'est le fait de mettre les communautés au centre de leur développement. Ces communautés-là qui sont actrices lors de toutes les phases du développement du développement communautaire, tant du niveau du diagnostic, quand il s'agit de diagnostiquer ce qu'il y a comme difficulté, de voir les approches de solutions en s'inspirant donc des potentialités qui sont dans la communauté, jusqu'à la mise en œuvre pour faire en sorte que il y a une certaine pérennité, parce qu'une chose est de mettre en œuvre des micro-projets et une autre est de les rendre pérennes, donc d'en assurer la maintenance. Donc tous ces aspects-là, c'est un peu ce que nous avons fait au niveau togolais, qui peut être considéré comme un succès. Ensuite, il y a l'accompagnement des communautés les plus vulnérables pour pouvoir se prendre en charge à travers la mobilisation de l'épargne interne de façon endogène, pour également
faire en sorte que ces ressources-là servent à faire des projets de développement au niveau des communautés qui servent à un plus grand ensemble. Donc, c'est un peu c'est un peu cela. Nous avons, par exemple, nous faisons tout ce qu'il y a, je parlerai, puisque quand on parle de développement, c'est dans une communauté, c'est vraiment multidimensionnel, où nous avons les aspects d'infrastructure, nous avons des aspects d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'accès à une sécurité alimentaire. Donc, tous ces éléments-là, comment nous faisons l'accompagnement, tant au niveau du ministère du Développement à la base, mais également des autres départements qui contribuent donc dans une synergie telle que portée par le gouvernement pour atteindre les communautés à la base et leur permettre de réduire leur vulnérabilité et d'accroître leur résilience face aux différents chocs. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire que nous avons comme succès au niveau du contexte togolais. Alors, le Togo est admis au Centre de développement de l'OCDE depuis mai 2019, si je ne me trompe pas. Quels sont les avantages que justement votre pays a pu tirer depuis cette adhésion? Le Togo a adhéré en 2019 au centre et comme vous le savez, c'est un centre qui est un forum qui permet de partager la connaissance entre les différents pays tant développés qu'en voie de développement comme les nôtres. Donc, quand le Togo a adhéré, c'est d'abord à un réseau de connaissances pour pouvoir améliorer ce qui est fait, mais également bénéficier des différents appuis, des appuis techniques qui puissent permettre d'orienter les politiques que nous mettons en œuvre dans les différents domaines, y compris celui du développement à la base, du développement des communautés, centré sur les communautés, bien sûr. Ouais. Et donc, cette adhésion a permis donc de mobiliser l'expertise en termes d'accompagnement du gouvernement togolais pour ces actions de développement. Et c'est un peu, c'est également, vous voyez, c'est le fait que nous soyons membres de l'OCDE qui nous permet d'être une fenêtre aujourd'hui pour ce partage d'expérience sur le développement à la base, qui peut permettre de mettre l'accent sur les succès togolais et valoriser un peu ce que nous faisons et favoriser également la mobilisation de ressources de différentes parts. Alors, Madame Amegakpo, Dosso Amegakpo, il s'agira aussi de préparer l'après-Covid. Alors, cette question, quels sont les points sur lesquels le gouvernement travaille actuellement pour forcer la résilience des populations face à cette crise sanitaire? S'agissant du Covid, comme vous le savez, depuis mars 2020, où le gouvernement lutte en tout cas contre la propagation de cette maladie, de cette pandémie dans le contexte togolais, et que ce gouvernement a mis en place des dispositifs et des règles qui permettent d'atteindre cet objectif-là. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été faites, par exemple, en ce qui concerne l'eau et l'électricité, pour les tranches sociales, bien sûr. En ce qui concerne également la perte de revenus, parce qu'il y a eu des bouclages, il y a eu des couvre-feux et autres qui induit des pertes de revenus. Donc, il y a ces mécanismes d'atténuation qui ont été mis en place, tels que le programme Novici, qui a permis donc de mobiliser banalement 13 milliards au profit des communautés. Donc, c'est un peu ces aspects-là. En plus de cela, il y a
les autres activités au niveau social qui sont mises en place et qui se poursuivent pour accompagner les communautés dans la résilience face à cette pandémie. Donc, nous avons des repas scolaires qui sont délivrés à plus de 90 000 écoliers actuellement sur le territoire national. Il y a également les transferts monétaires au-delà du programme Novici. Il y a également la Banque mondiale qui accompagne le Togo pour mettre en œuvre des transferts monétaires et des mesures d'inclusion économique qui permettent à l'aide de ces transferts monétaires-là de pouvoir faire face, de pouvoir développer des activités qui sortent durablement de la précarité. Donc, c'est des actions comme cela qui ont été mises en place. Mais également, la pandémie a fait ressortir un besoin c'est vrai que c'est un ancien besoin, mais son acuité s'est fait ressentir avec la pandémie. Parce que quand il s'est agi d'apporter l'aide aux personnes les plus vulnérables, comment on fait pour les identifier? Donc, il y a le registre social unique dont les réflexions avaient été entamées il y a plusieurs années, mais qui ont été accélérées ces derniers temps pour faciliter donc l'identification des ménages les plus vulnérables en vue de leur apporter l'appui dont ils auront besoin en cas d'une crise telle que celle que nous connaissons. Donc, c'est un peu ces éléments que je peux dire au-delà des accompagnements multiformes qui se poursuivent sur le territoire national. Vous avez parlé de ces accompagnements. Est-ce que vous pensez que c'est au tréfonds du territoire national, madame? Les accompagnements, c'est au tréfonds du territoire national. Nous, au niveau de l'Agence nationale d'appui au développement, puisque je suis de la NADEB, c'est vraiment dans des communautés difficiles d'accès. Quand vous y allez, vous vous dites, il y a des gens quand même qui vivent dans ces communautés-là. Donc, c'est dans ce type de communauté que nous intervenons avec les transferts monétaires. Parce que les cantines scolaires, c'est sûr que vous n'en avez pas entendu parler à Lomé, parce que justement, c'est au tréfonds du territoire que ces cantines-là sont mises en œuvre pour les communautés les plus vulnérables. En tout cas, au vu des différentes études qui ont été menées au niveau national et qui ont ressorti la vulnérabilité de ces communautés. Alors, comment le Togo envisage-t-il concrètement l'après-Covid, madame? L'après-Covid, le Covid, apparemment, nous traînons ça depuis 2020. Et nous sommes en 2021. À l'allure où nous allons, nous risquons de traîner ça encore pour quelques mois. Et les actions, quand même, qui s'inscrivent dans l'après-Covid ou même déjà dans le contexte du Covid, c'est tout ce qu'il y a comme action qui permettent de renforcer structurellement les capacités des communautés. Puisque nous parlons des communautés à la base, il y a déjà les agropoles, puisque, comme vous le savez, la majorité des communautés chez nous vivent de l'agriculture. Et donc, il y a ces projets structurants qui sont mis en place par le gouvernement qui permettent de booster la croissance économique et la croissance des revenus de ces communautés, en tout cas des membres des ménages de ces communautés, bien sûr, de ces communautés dans l'ensemble. Ensuite, au-delà des questions d'agropole, il y a des actions de construction de logements sociaux. Vous en avez sûrement entendu parler, qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale. Il y a également la construction de bâtiments scolaires, parce que quand vous allez sur le territoire, quand même, il y a ce besoin qui se fait sentir. Il suffit seulement d'aller dans certaines écoles où il y a encore, malgré tout ce qui a été fait, il y a encore des poches qui restent. Et donc, il y a des projets qui visent donc à étendre la construction des bâtiments scolaires, accompagner les communautés dans ce sens-là, les centres de santé et également l'inclusion financière. Parce que entreprendre, sortir durablement de la pauvreté nécessite donc d'investir pour pouvoir générer des revenus assez importants. Et donc, l'inclusion financière, c'est aussi un des aspects, un des domaines
sur lesquels le gouvernement met l'accent pour pouvoir faire en sorte que les communautés sortent durablement de la pauvreté. Et je crois c'est un peu tout ce qui se fera au cours des prochaines années, puisque la feuille de route, vous le savez, ça s'étend jusqu'en 2025. Madame Dossou Amegampo, comment cela se fera? On va cibler les localités ou bien on va construire tout ce que vous venez de citer par rapport aux besoins de ces localités? Tel que vous le dites, on cible. Mais le ciblage, c'est aussi par rapport aux besoins. Tout de suite, lors de la conférence, il y avait le ministre délégué chargé du développement des territoires qui relevait le recensement des infrastructures, par exemple, qui devrait permettre de faire un maillage complet du territoire pour voir les poches où il y a encore des besoins qui sont non satisfaits. Donc, l'accent, le ciblage va se faire alors en se basant sur ces informations-là qui permettent de ne laisser personne de côté pour que la cohésion sociale basée sur les faits d'équité dans la société puisse être maintenue. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire. Et par rapport aux ménages, quand nous identifions donc les actions, c'est que l'accompagnement tel que nous le faisons, c'est aussi travailler en faisant appel aux besoins des communautés ou même des individus. Si quelqu'un veut mener une activité génératrice de revenus, il faut que cette activité-là provienne de son fonds intérieur et qu'elle se sente elle s'investisse dedans, on peut l'accompagner, mais elle-même doit s'investir dedans. Et quand on fait la combinaison, ça ne peut qu'aboutir à de meilleurs résultats. Donc, c'est un peu dans cette logique que nous sommes, faire en sorte que les communautés, les ménages soient acteurs de leur développement et que ce développement-là soit ce que eux-mêmes ont planifié, mais qu'ils essayent également de mettre en œuvre et en vue donc d'assurer et de mettre en œuvre premièrement et puis de rendre pérenne. Parce qu'une chose est de faire les choses, une autre est de les pérenniser. Vous avez prévu également la promotion du financement des opérations économiques nationaux et des collectivités territoriales. En français facile, ça veut dire quoi, madame? Financement des... Oui, financement des opérations économiques nationaux et des collectivités territoriales. Les opérateurs économiques nationaux. Je parlais tout de suite de l'inclusion financière. Oui. Donc, si un opérateur économique national, un jeune surtout, puisque nous, le département dont je viens s'occupe également des aspects de jeunesse. Donc, si un jeune veut s'investir veut investir dans une activité qui va lui permettre d'améliorer de façon durable son revenu, il lui faut un financement. Donc, comment faire en sorte que ce jeune qui n'a pas peut-être la chance d'avoir un background qui lui permet de mobiliser facilement ce financement, comment faire en sorte que lui également puisse y avoir accès et investir. Parce que si le Togo doit se développer, c'est avec des champions nationaux. Aujourd'hui, quand on parle de Dangote au Nigeria, c'est des gens également qui sont partis du plus bas. Et donc, comment faire en sorte que nous également, nous puissions accompagner nos compatriotes à évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat. C'est un peu cela quand on parle du financement. Alors, la conférence elle-même, comment elle se passe, qui participe? Et la participation, ça a été, la sélection a été faite comment? La participation, c'est une conférence que nous que le Togo co-organise avec l'OCDE, qui est le centre de développement de l'OCDE. Et donc, ce centre de développement nous a appuyés pour identifier les partenaires internationaux. Parce qu'au niveau international, étant donné que c'est quand même une structure qui embrasse large,
comme je l'ai dit, pays développés et pays en voie de développement. Donc, identifier les panélistes qui vont intervenir. Maintenant, au niveau togolais également, la même chose a été faite avec les différents services gouvernementaux et même de la société civile pour identifier les panélistes qui vont y participer. Maintenant, en raison de la pandémie, il y a beaucoup d'internationaux qui n'ont pas pu faire le déplacement et donc qui font les présentations en vidéoconférence. Et également, les participants, c'est les communautés à la base d'abord, les acteurs de la société civile et bien sûr le secteur public et le secteur privé. Maintenant, comme la conférence est en ligne, toute personne qui a le lien peut y participer. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde et avec des traductions qui permettent de mettre chacun à l'aise. Vous avez analysé, surtout avec maestria, les différents points. Madame, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut attendre forcément sorti de cette conférence? Ce qu'on peut attendre au sorti de cette conférence, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord ce partage d'expériences entre pays africains, d'abord entre eux, mais également avec des pays des autres continents. Donc, partager, s'inspirer de écouter un peu ce que les autres font, les bonnes pratiques des autres également, partager ce que nous faisons d'abord, écouter ce que les autres également font, et faire en sorte que on puisse aboutir à des recommandations qui soient opérationnelles, qui soient facilement opérationnalisables, de telle sorte que on puisse booster tout ce que nous faisons en termes de développement à la base au niveau national, que cela puisse être amélioré à l'aune de ce que nous aurons partagé avec les autres, ce que les autres nous auront apporté, de voir un peu, peut-être il y a des choses que nous faisons qui ont besoin d'être améliorées et ce que les autres font pourrait nous permettre. Déjà, on a écouté une partie donc des communications et ce qui ressort globalement, c'est que la planification doit planifier le développement avec des données qui permettent de toucher vraiment les problèmes, donc des données qui sont actuelles, qui sont désagrégées jusqu'au niveau le plus bas, puisque nous allons jusqu'au niveau village, jusqu'au niveau quartier dans les villes, donc désagrégées jusqu'au niveau le plus bas pour permettre de toucher ceux qui ont le plus besoin d'accompagnement et de toucher et de les toucher avec en tenant compte de leurs propres besoins et de leurs aspirations en termes de développement, soit individuel ou communautaire. Nous sommes au terme de cet entretien. Madame, vous avez indubitablement un dernier mot à envoyer à nos chers amis scottiers. C'est de dire d'abord merci pour cette opportunité qui nous a été offerte de partager un peu ce que nous avons, ce que nous avons en termes d'acquis, en termes de développement à la base au niveau togolais, mais également les attentes par rapport à la conférence. Mais également dire que le développement, c'est une affaire de nous tous et nous dire que en tant qu'Africains, nous devons nous mettre au travail, chacun à son niveau, pour la mobilisation des ressources endogènes qui puissent booster le développement de nos communautés. Merci. Merci également à vous, Madame Véronique Dossou Amegangbo. Vous êtes la directrice de la planification et du suivi et évaluation à l'ANADEB. L'ANADEB, c'est l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Encore merci. On va marquer une petite pause et on revient avec nos invités pour Regard croisé.